bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Mon nom est Benoît Dupont, je suis professeur de criminologie. Je m'intéresse la plupart du temps à la cybercriminalité, mais cette présentation se situe dans le contexte d'un projet de recherche mené avec mon collègue Karim Benyekhlef de la faculté de droit à l'Université de Montréal sur la question de l'accessibilité à la justice, de l'usage de l'IA pour améliorer l'accessibilité. Et dans ce contexte-là, la partie de ce projet de recherche dont je suis responsable concerne les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle quand elle est mise en œuvre par les acteurs du système de justice pénale ou du système de justice de manière plus large. Donc c'est un peu mon propos aujourd'hui, d'essayer d'examiner, d'explorer quels sont les risques et les exploitations malveillantes qui peuvent être faites de l'IA dans un contexte d'utilisation par des acteurs de la justice. Et pour contextualiser tout cela, eh bien, j'aimerais débuter ma présentation par des considérations sur la coévolution de la justice, des technologies numériques et de l'IA en particulier, et des risques numériques. Alors, on sait, et je pense que Karim présentait hier dans cette conférence, les différentes utilisations de l'IA par le système de justice. On sait qu'il y a une multiplication des outils d'intelligence artificielle déployés par les tribunaux, dans les cabinets d'avocats, par des ministères de la justice, par des bureaux de procureurs, à toutes les étapes des processus d'adjudication ou de jugement. Alors, on utilise l'IA pour améliorer la performance du système de justice. Donc, Karim Benyekhlef et son équipe au laboratoire de cyberjustice conçoivent des bots pour essayer de conseiller les justiciables avant qu'ils déposent des plaintes pour les orienter sur leurs chances de réussite, notamment dans dans des tribunaux de petites créances ou des tribunaux du logement, pour justement faciliter le travail d'évaluation de la pertinence de porter plainte ou pas. Donc, on voit que l'IA peut être utilisée pour améliorer la performance du système de justice. De plus en plus, on utilise l'IA aussi pour remplacer les jeunes stagiaires pour lire des quantités phénoménales de documents et les résumer plutôt que de leur faire brûler la chandelle par les deux bouts. Des cabinets d'avocats utilisent l'IA pour essayer de prédire les résultats de certaines affaires en fonction du nom du juge qui a été désigné, de ses décisions antérieures. Et ça les aide à décider de stratégies pour essayer de voir quelles vont être les approches adoptées pour défendre leurs clients. On sait que l'IA est utilisée aussi par certains tribunaux ou certains ministères de la justice à des fins d'audit. Donc on utilise l'IA pour analyser des quantités phénoménales de décisions, pour voir s'il existe des biais auprès de certaines cours, de certaines chambres, et essayer de comprendre quelle est l'origine de ces biais. Et évidemment, vous avez très certainement entendu parler de ces utilisations de l'IA pour essayer d'évaluer les risques que représentent certains justiciables, soit quand ils sont en détention provisoire pour savoir si on doit les relâcher avant le jour du procès, ou une fois qu'ils ont été jugés et que la sentence a été prononcée, pour savoir, au fur et à mesure de leur processus d'incarcération, à quel moment ils peuvent être relâchés dans la société en utilisant des algorithmes et des systèmes actuariels. Donc on voit que la justice s'est emparée de la technologie de l'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer sa performance et d'améliorer les différentes étapes, son efficacité à différentes étapes du système pénal ou du système judiciaire. Le problème, c'est qu'en même temps, on a une coévolution des cyber-risques qui évoluent. Je vous ai mis la couverture d'un rapport anglais rédigé par le Centre national de la cybersécurité en Angleterre, qui essaye de recenser les divers cas dans lesquels des attaques, des cyberattaques, et donc on n'est pas encore là dans un contexte de cyberattaques contre des IA, mais des cyberattaques contre le système de justice. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine habituellement. Alors, la première catégorie de cyberattaques contre le système de justice, c'est des cyberattaques qui sont motivées par l'appât du gain. Donc des rançongiciels, des hackers, souvent des pays de l'ex-Union soviétique, infectent les systèmes de ministère de la Justice, et j'ai mis quelques cas de pays ou de juridictions qui ont été concernés, et encryptent leurs données en échange d'une rançon qu'ils demandent pour libérer, pour donner les clés de décryptage
décryptage de ces données-là. Alors, on a eu des cas qui ont été observés, publicisés en Louisiane, au Texas, au Québec, des cabinets privés également qui ont été frappés. Et ça, ce sont uniquement ceux qu'on connaît, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui ont été frappés. Et les cabinets d'avocats, notamment, sont particulièrement exposés parce qu'ils communiquent énormément par courriel avec une quantité phénoménale de gens. Et donc, leur propension à ouvrir des fichiers infectés est un tout petit peu plus grande que la moyenne. Donc, vous avez cette motivation pécuniaire et vous avez également une deuxième motivation qui est l'accès à des renseignements sensibles que détiennent les cabinets d'avocats, les tribunaux ou les divers bureaux de procureurs et les ministères de la Justice. Alors, dans quel contexte ? Dans le contexte, premièrement, des fusions et acquisitions d'entreprises, puisque c'est entre cabinets d'avocats que tout cela se passe. Donc, des hackers ou des gouvernements ou des entreprises concurrentes vont infiltrer les systèmes des cabinets d'avocats pour essayer d'apprendre avant tout le monde ce qui est en train de se tramer et qui va racheter qui, à quel prix, pour essayer d'influer sur les cours en bourse. Vous avez également des attaques qui sont motivées par le fait que quand une crise survient pour une organisation ou pour une entreprise, ce sont très souvent les cabinets d'avocats qui détiennent l'information la plus sensible et qui la gèrent parce qu'ils ont une protection juridique qui rend la divulgation de ces informations sensibles beaucoup mieux protégée que pour la majorité des autres professionnels et autres consultants. Donc, cibler un cabinet d'avocats d'une entreprise ou d'une organisation qui connaît une crise, c'est probablement la meilleure stratégie pour apprendre ce qui se passe réellement au sein de l'organisation. Et donc, les hackers et qui travaillent pour des gouvernements ou des groupes privés savent tout à fait ça, et donc en élaborent des stratégies d'attaque. Vous avez évidemment des avantages concurrentiels qui peuvent motiver des attaques contre le système de justice, et il y a un cas avéré en France dans lequel une start-up, une legal tech, donc une start-up dans le domaine juridique, avait hacké le système de justice, certains tribunaux français, pour pomper toutes leurs décisions judiciaires, pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle, sans payer, sans demander l'autorisation à personne. D'accord ? Donc là, encore un cas de piratage malveillant. Vous avez évidemment d'autres configurations dans le cadre notamment de procès politiques ou très sensibles. Donc des procès pour corruption, des procès pour trafic d'armes, des procès pour trafic d'influence, dans lesquels des gouvernements vont pirater les systèmes informatiques de procureurs, de juges ou des avocats qui sont impliqués dans ces procès pour connaître les stratégies des différentes parties prenantes à ces procès-là. Et encore une fois, des cas avérés en France et dans d'autres pays. Et finalement, des raisons idéologiques aussi vont motiver des attaques contre le système de justice, des cyberattaques contre le système de justice, notamment dans le cas de divulgation massive de renseignements sur le blanchiment d'argent, sur les investissements dans les paradis fiscaux, dans lesquels on a eu des cas de fuite massive de données, notamment Mossack Fonseca et les Panama Papers, dans lesquels c'était des cabinets d'avocats dûment enregistrés qui étaient ciblés. Donc on voit qu'il y a un paysage de risque ou un domaine d'opportunité qui est bien réel pour attaquer le système de justice. Et donc, dans un contexte où vous avez à la fois un système de justice qui adopte massivement l'intelligence artificielle et un système de justice qui est aussi une cible privilégiée des cyberattaquants, la question qui se pose, c'est quelle est la robustesse et la sécurité de l'IA quand elle est employée dans ce type de contexte? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Parce que c'est sur elle que va s'appuyer de plus en plus le système de justice. Et la réponse, c'est pas si robuste que ça quand on commence à gratter un petit peu en surface. Donc, le but de ma présentation, le reste de ma présentation, ça va être d'examiner avec vous les trois grands types de risques associés directement au déploiement de l'IA par le système de justice et d'essayer de comprendre concrètement, est-ce que ces risques-là se sont déjà manifestés ? Est-ce qu'on les a observés ? Sinon, quel est le potentiel, la probabilité que ces risques apparaissent ? Et on terminera quelques minutes sur qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de mieux protéger notre système de justice, sachant qu'on ne peut pas l'empêcher d'adopter ces technologies d'IA, comme tous les autres secteurs d'activité, c'est inévitable. Il y a beaucoup d'avantages qu'il va en retirer, mais quand même, comment peut-on contribuer à améliorer la situation ? Alors, les trois types de risques identifiés dans cette recherche, qu'on mène depuis 2 ans maintenant, sont les risques accidentels, les torts accidentels
causés par cette instabilité ou cette fragilité de l'IA, les risques qui vont être associés à des attaques contre les IA utilisées dans un contexte juridique et les risques associés à l'usage de l'IA pour attaquer le système juridique. Donc les trois grandes familles ou les trois grandes catégories de risques. Alors, la première catégorie de risques, ce sont les dommages accidentels. C'est probablement la catégorie de risque avec laquelle nous sommes le plus familiers, parce que c'est ce dont on entend très souvent parler quand on entend parler des biais générés par l'utilisation de l'IA et toutes les injustices potentielles que cela peut générer pour les justiciables, justement, qui sont exposés à cette instabilité ou à cette fragilité des systèmes d'intelligence artificielle quand ils sont appliqués au système pénal. Alors, je vous ai mis ici, et ça c'est issu de la littérature en informatique, des spécialistes de l'intelligence artificielle, donc des gens qui sont les théoriciens de l'intelligence artificielle, et notamment de l'IA adversariale, donc qui travaillent sur l'affrontement entre des systèmes d'IA pour utiliser cette compétition entre IA pour renforcer la robustesse de l'IA. Et donc, ce qu'ils ont identifié, ces chercheurs, c'est qu'il y a 6 sources de fragilité qui font en sorte que l'usage de l'IA reste encore, dans certains domaines particulièrement sensibles, problématique parce qu'elle peut générer des erreurs dont les conséquences peuvent être assez importantes. Alors, dans certains contextes, l'IA peut être pointilliste, c'est-à-dire qu'elle va réussir la majorité du temps à atteindre ses objectifs, et dans certains cas, difficile à prédire, elle va échouer. Alors, quand c'est pour identifier des photos de petits chats, c'est pas si grave que ça. Quand c'est pour prendre une décision sur le potentiel de risque ou la chance que si on libère quelqu'un avant le terme de sa peine, il ne récidive pas, évidemment, si une erreur est commise, les impacts sur les justiciables sont beaucoup plus significatifs. Vous avez également des propensions aux effets secondaires négatifs qui sont liés aux propensions à récompenser le piratage. C'est-à-dire que parfois, les objectifs qui sont définis pour l'IA sont tellement pointus que celle-ci n'arrive pas, parce qu'elle n'a pas de conscience, évidemment, l'IA, les algorithmes n'ont pas de conscience, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et donc, si les humains qui les ont programmés leur fixent des objectifs trop étroits, elles vont tenter d'atteindre ces objectifs à tout prix, sans prendre en compte, évidemment, tous les autres paramètres d'un contexte qui peuvent être extrêmement complexes. Et donc, le risque, c'est que les IA soient trop étroites dans leur processus de prise de décision et ne tiennent pas compte de paramètres tels que l'éthique, la culture, des circonstances atténuantes, et que dans certains cas, tellement focalisées sur l'atteinte des objectifs qu'on leur a fixés, elles piratent le système pour essayer d'atteindre ces objectifs à tout prix, pour essayer d'atteindre un taux de réussite maximal. Donc elles en oublient tous les autres éléments de contexte qu'on leur a demandé de prendre en compte parce qu'elles sont dans une recherche de performance et d'efficacité et d'optimisation permanente. Donc ça, ce sont les 2 autres risques. Et ensuite, vous avez les 3 risques du bas qui sont interconnectés, interreliés les uns avec les autres. C'est que beaucoup d'IA encore ont de la difficulté à être performantes en absence de surveillance humaine. Donc elles ont encore besoin d'avoir une supervision humaine pour s'assurer qu'elles sont performantes, et c'est un peu toutes les petites mains cachées de l'IA, les gens en Inde et dans des pays à bas salaire, dans les fermes, qui sont en train de corriger les erreurs massives que commet l'IA. Le manque de capacité d'exploration sûre, c'est-à-dire quand on déploie une IA dans un contexte qui ne lui est pas familier, est-ce qu'on est bien certain qu'elle ne va pas prendre des décisions dont les impacts sont négatifs quand elle n'est pas supervisée? Est-ce qu'elle peut explorer un nouvel environnement, un nouveau contexte d'une manière qui est sûre? Rien n'est moins certain. Et également la robustesse de l'IA face au changement de configuration. Est-ce que dans un contexte dans lequel aucune formation, aucun entraînement préalable spécifique n'a été dispensé, quand on transpose un algorithme d'un contexte d'application à un autre, est-ce que cet algorithme-là, cette IA, va être aussi robuste au changement de configuration? Et ça, c'est un enjeu majeur dans tous les domaines d'utilisation de l'IA, mais encore plus dans le domaine de la justice, à cause, encore une fois, des conséquences sur les libertés individuelles, par exemple, qui peuvent en découler. Donc ça, ce sont tous les dommages accidentels qui sont amplement documentés. Il y avait juste, je sors d'une présentation sur les droits humains et l'IA,
Et ça, c'est cette question du respect des droits humains quand on déploie des IA dans des contextes d'utilisation qui, par définition, portent atteinte aux droits humains, c'est-à-dire la liberté, l'intégrité physique, etc. Donc, première famille de risques, les dommages accidentels, assez bien connus, assez bien documentés dans le domaine des recherches informatiques, en éthique et juridique aussi. Moi, ce qui m'intéresse en tant que criminologue, c'est plutôt les attaques contre l'IA. Alors, pour l'instant, les attaques contre l'intelligence artificielle restent en grande majorité limitées à des démonstrations par des chercheurs dans des environnements contrôlés pour montrer la faisabilité de ce type d'attaque. Deux approches principales ont été documentées. Première approche qui consiste à forcer un système à commettre des erreurs dans son processus de prise de décision, soit en l'empoisonnant, soit en tentant d'échapper à la surveillance ou au processus logique de prise de décision du système. Donc l'empoisonnement, c'est l'exemple qui est cité ad nauseam. Vous avez déjà dû en entendre parler des centaines de fois depuis hier, de Tai, le robot de Microsoft, l'IA de Microsoft, à qui on a appris à être raciste et antisémite, en l'entraînant à penser que les propos racistes et antisémites étaient la norme et donc elle devait apprendre à utiliser ces propos-là de façon tout à fait normalisée. Donc on peut empoisonner une IA en lui injectant des quantités importantes d'informations erronées, à considérer que ces informations erronées, en fait, sont ce qu'elle devrait apprendre à reproduire comme comportement et ce qu'elle devrait analyser comme étant la base de son processus de prise de décision. Donc ça, c'est un processus d'empoisonnement de l'IA. Mais vous avez également des stratégies d'évasion de l'IA, donc dans lesquelles vous allez déstabiliser l'IA. J'ai mentionné tout à l'heure qu'elles étaient assez fragiles, assez peu robustes. Donc vous allez perturber le fonctionnement de l'IA de façon infinitésimale, donc qui n'est pas observable à l'œil nu, pour essayer d'échapper à son processus de prise de décision. Donc c'est l'exemple symptomatique, c'est les photos des petits chats qu'on présente, mais qui sont en fait catégorisés comme des tortues parce qu'on a changé 1 ou 2 pixels, ou une IA de conduite autonome dans lesquelles on colle des petits autocollants sur les panneaux stop, et en fait l'IA l'interprète comme un panneau à sens unique. D'accord ? Donc là, vous êtes évadé du processus d'encadrement de l'IA qui était bien entraîné, correctement entraîné, mais quand vous avez perturbé l'information que vous lui communiquez, en fait, elle a retourné un résultat qui n'était pas du tout celui qui était attendu et que n'importe quel humain aurait jugé comme étant complètement atypique et anormal, et en situation d'erreur. Donc ça, c'est le premier type d'attaque, c'est-à-dire soit empoisonner, soit s'échapper du processus de prise de décision, ou fuir ou contourner le processus de prise de décision. Après, vous pouvez aussi choisir, deuxième type d'attaque, de forcer l'IA à divulguer des renseignements qui, dans le cas de son usage dans un contexte judiciaire, peuvent être sensibles. Alors, vous pouvez forcer l'IA à divulguer des renseignements d'entraînement, donc des données qui lui ont été communiquées pour l'entraîner. Vous pouvez la forcer à divulguer également le modèle lui-même, le modèle sous-jacent qui est utilisé par l'IA pour prendre des décisions. Pourquoi ça serait intéressant pour vous de faire ça ? Parce que si vous connaissez le modèle, vous pouvez identifier ses points faibles et vous pouvez le manipuler ensuite pour l'empoisonner de façon encore plus efficace. D'accord ? Donc connaître le modèle vous donne un avantage compétitif pour l'empoisonner. Alors, ça peut vous paraître peut-être un petit peu abstrait et théorique pour l'instant. Donc, ce qu'on a fait dans cette recherche, c'est qu'on a essayé de transposer. Et donc, il y a très peu d'attaques en situation réelle qui, pour l'instant, ont été observées contre le système judiciaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'imaginer comment, dans un contexte réel, des attaquants motivés pourraient utiliser ces points faibles qui sont bien connus, bien documentés des informaticiens pour exploiter ces IA du système judiciaire. Alors, pour le système d'empoisonnement, le stade qui serait visé, ce serait le stade d'entraînement du modèle. Et l'objectif, c'est de détourner le modèle pour l'amener à prendre des décisions dans l'intérêt de celui qui attaque l'IA, ou de saboter le modèle pour le rendre inopérant et donc éroder la confiance
de ceux qui l'utilisent dans les résultats qu'il va produire. Donc, par exemple, un exemple d'attaque qui pourrait être envisagé, c'est d'injecter des cas, donc de pirater un modèle, d'injecter dans ce modèle-là des cas d'entraînement parasites dans une IA juridique qui va prédire des probabilités de succès erronées afin de fausser le modèle. Donc les gens vont retrouver des résultats en fait, qui ne sont pas les résultats réels parce que les attaquants auraient manipulé le modèle dans un contexte d'IA juridique. Et donc, soit ils ne vont plus utiliser le modèle, soit les attaquants connaissent les probabilités réelles, mais les utilisateurs, eux, ne sont pas conscients que leur modèle est erroné et que les résultats qu'ils vont obtenir n'est pas forcément un résultat qui va être obtenu dans la réalité. Vous comprenez? Donc, vous perturbez, vous introduisez de la turbulence au niveau via l'empoisonnement d'un modèle juridique. Et ça peut paraître quelque chose, un point de détail, mais quand vous êtes une entreprise multinationale qui utilise cette technologie dans le cadre d'un procès dont l'issue peut être des dizaines ou des centaines de millions de dollars d'amende ou de dommages et intérêts à payer à votre entreprise concurrente, ça change complètement le contexte de la possibilité qu'on utilise ce type de stratégie. Deuxième approche, celle de l'évasion. Là, on va déployer un modèle qu'on va essayer de détourner. Donc, on va se tenter dans ce cas-là, on va tenter d'introduire des petites perturbations dans des documents juridiques qui vont être fournis à l'IA pour faire en sorte que le retour par rapport d'analyse vis-à-vis de la jurisprudence connue va être légèrement différent. Alors, on pourrait tout simplement introduire de la perturbation en introduisant des erreurs de frappe délibérées dans les termes juridiques très spécialisés qui sont utilisés dans les témoignages, dans les dépositions, dans les subpoenas, etc., etc. Donc, délibérément, en introduisant des erreurs de frappe, on pourrait forcer l'IA à conclure que le cas qui lui est soumis est légèrement différent de ce qu'il est dans la réalité. Vous comprenez? On utilise des documents qu'on va falsifier ou qu'on va légèrement modifier, qui vont faire en sorte que l'IA ne va pas reconnaître le contexte réel de l'affaire qu'on lui soumet. Il va retourner des résultats qui sont en dehors de ce qui est recherché par l'organisation qui utilise cette IA. Et la dernière attaque, c'est l'inférence. C'est aussi bien à l'étape de l'entraînement que du déploiement. On va tenter de voler des données, de voler un modèle. Et dans un domaine juridique, voler des données, c'est de la propriété intellectuelle ou des informations personnelles. C'est-à-dire essayer d'extraire des cas, des renseignements très sensibles sur les milliers d'affaires qui ont été utilisées pour entraîner l'IA, ou de la propriété intellectuelle, sur des brevets par exemple. Ces technologies d'IA sont très utilisées dans les affaires de propriété intellectuelle pour essayer d'identifier le juge qui va être plus souple ou plus compréhensif de l'affaire qui va être soumise devant lui. Donc on va pouvoir utiliser dans certains cas ce processus d'inférence pour retirer de l'information privilégiée, confidentielle, sur de la propriété intellectuelle qui a été utilisée à l'origine pour entraîner l'IA. D'accord ? Donc ça, ce sont des attaques qu'on a essayé d'imaginer pour voir est-ce que cette configuration-là semble réaliste ou pas. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de risque. La troisième catégorie de risque, c'est celle de l'exploitation de l'IA pour attaquer certaines étapes du système de justice. Et là, c'est ce qu'on appelle les deepfakes, dont je pense que vous avez déjà entendu parler dans cette conférence, c'est-à-dire utiliser l'IA pour créer et là, toutes les personnes qui sont représentées, qui ont l'air extrêmement naturelles, en fait, n'existent pas, sont des photos, des visages créés à partir d'un algorithme. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est parue récemment en informatique qui montre que l'IA est capable de produire des visages que les humains jugent plus réalistes que des photos réelles d'humains. Et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est l'exploitation de ces photos, mais ça peut être aussi de l'audio. Nous, toute la discussion sur le deepfake a tendance à se focaliser sur les photos et les vidéos. Mais les audios créés par des deepfakes sont également extrêmement persuasifs, extrêmement convaincants. Et dans le domaine juridique,
là où les deepfakes peuvent être très utiles aussi, c'est pour la création de documents écrits. Donc vous utilisez le texte de la rédaction, par exemple, de décisions, des dizaines ou de centaines de décisions d'un juge, et vous pouvez nourrir, faire ingérer tous ces textes-là, ou un juge, ou un avocat, ou un procureur, et vous pouvez faire ingérer ce texte-là à une IA qui va vous recracher, en fonction de paramètres que vous lui fixez, un texte qui est rédigé exactement dans le même style rédactionnel, avec les mêmes petits défauts de langage, avec les mêmes habitudes, les mêmes tocs qu'un juge ou qu'un procureur, et qui va générer un texte extrêmement crédible. D'accord ? Ou un témoignage, ça peut être également un témoignage. Alors, des textes synthétiques, des voix synthétiques, des images synthétiques, évidemment, dans un contexte où les tribunaux, leur travail principal, c'est d'évaluer la crédibilité d'une preuve qui lui est présentée, ça pose un certain nombre d'enjeux extrêmement sérieux et préoccupants. D'autant plus dans le contexte actuel qu'on connaît depuis 2 ans de travail à distance. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, ça c'est une des premières conférences qu'on peut tenir en présentiel, mais depuis 2 ans, s'est accumulée une quantité phénoménale d'enregistrements audio et vidéo de juristes, de hauts décideurs politiques, de hauts décideurs économiques, de chercheurs universitaires. Bref, tout le monde a produit des quantités phénoménales de vidéos, d'audio, de photos qui ont été mises en ligne et qui peuvent être utilisées pour entraîner des IA, pour créer des deepfakes. Donc, premièrement, on a généré une quantité phénoménale de données qui peuvent être utilisées pour entraîner des IA à fabriquer des deepfakes. Sachant que ces deepfakes ont une capacité de persuasion avérée qui commence à être mesurée maintenant par nos amis informaticiens et dont les résultats sont assez surprenants. Parce que les deepfakes sont plus beaux, plus léchés, nous semblent plus réalistes que des vrais documents ou des vraies photos. Et que le prix de production de ces outils-là est en train de chuter, que de plus en plus d'applications sont disponibles pour générer ces deepfakes de façon routinière, sans avoir à être un spécialiste en informatique. D'accord ? Et donc l'enjeu pour le système de justice, c'est comment va-t-on maintenant ? Est-ce que d'abord c'est de sensibiliser les acteurs du système de justice à cette nouvelle réalité ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager comme outil à offrir au système de justice pour qu'il puisse évaluer l'intégrité de la preuve qu'on va lui présenter. Sachant qu'il y a une possibilité bien réelle, ce n'est pas de la science-fiction, que cette preuve-là ait été fabriquée par un algorithme, une intelligence artificielle. Donc je vous ai mis 2 captures d'écran parce que là, c'est plus de la science-fiction, ça commence à être utilisé. On voit qu'il y a déjà des fraudeurs, des hackers qui ont utilisé des deepfakes de voix pour mener ce qu'on appelle la fraude au président. Donc ils ont en fait utilisé des enregistrements de PDG d'entreprises pour convaincre les membres de leur secrétariat rapproché de faire des virements sur des comptes étrangers. Donc quelques centaines de milliers de dollars dans l'affaire en haut, mais il y a une affaire beaucoup plus récente dans laquelle je pense que c'est 20 millions de dollars qui ont été virés sur la foi d'une deepfake vocale par le CFO d'une entreprise de Dubaï sur un compte en Chine. Et évidemment, les concepteurs avaient trouvé la voix en ligne du vrai PDG de l'entreprise et avaient utilisé un algorithme pour appeler la secrétaire, le CFO, la secrétaire du CFO, et lui demander de virer 20 millions pour une acquisition en Chine. Et un cas très intéressant pour vous montrer à quel point cette accessibilité des outils est bien réelle. Un cas qui date d'il y a 2 ans en Angleterre, dans un contexte non pas d'une fusion-acquisition entre 2 multinationales, mais d'un conflit de garde parentale pour la garde d'un enfant entre une mère et son ex-conjoint, dans lequel l'ex-conjoint, l'avocat de l'ex-conjoint, contre lequel la mère avait déposé un enregistrement dans lequel l'ex-conjoint tenait des propos menaçants contre l'intégrité physique de la mère, l'avocat a réussi à démontrer que cet enregistrement était en fait un deepfake de la voix de l'ex-conjoint
grâce à un processus d'analyse forensique numérique, et qu'en fait, la mère avait réussi, c'est un procès de garde d'enfant, là, c'est pas, avait réussi à fabriquer donc un appel menaçant qu'elle avait déposé en preuve, et le tribunal avait accepté cette preuve-là et était prêt à prendre une décision sur la base de cet enregistrement d'appel téléphonique. Et heureusement, heureusement pour lui, le père qui travaillait dans la finance à Dubaï avait les moyens de se payer un avocat et un analyste qui a démontré qu'il n'avait jamais passé cet appel et que la voix avait été contrefaite. D'accord ? Donc, quand ce type de situation se produit dans des tribunaux de la famille, vous pouvez imaginer que les tribunaux dans lesquels les enjeux financiers sont beaucoup plus développés, ou les enjeux liés au crime organisé, ou à des procès opposant des États ou des intérêts gouvernementaux, évidemment que ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a aucune barrière qui n'empêche ce type d'événement, d'incident de se produire dans ce contexte-là. Donc, je vais bientôt clore. En résumé, on est en tant que criminologue, on utilise souvent cette représentation du triangle du crime. On est dans une configuration dans laquelle vous avez des attaquants qui sont très motivés et qui ont les ressources nécessaires, parce que ces ressources-là ne sont pas énormes. Vous avez une cible qui est assez vulnérable, on va dire, et vous avez finalement une absence de gardien. Et ça, c'est vraiment une configuration idéale pour voir proliférer ce type de situation, et donc pour voir se multiplier probablement des cas dans lesquels on va voir des outils d'intelligence artificielle être soit exploités, soit utilisés pour mener des attaques contre le système de justice, sachant, et vous vous rappellerez de mes premières diapositives, qu'il y a tout un tas de raisons qui peuvent, de façon très rationnelle, motiver ce type d'attaque. Alors, les prochaines étapes de notre recherche, qui n'est pas encore terminée, c'est d'essayer de continuer à surveiller ce qui se passe un petit peu partout dans les tribunaux pour essayer de voir si on peut documenter des attaques dans le monde réel, au-delà de la faisabilité des attaques qui sont démontrées par les chercheurs en informatique ou par les hackers, préoccupés par la sécurité, et pas les hackers malveillants, pour essayer de voir si on observe une multiplication de ces attaques. C'est d'essayer de comprendre, en faisant des entrevues auprès des concepteurs de ces outils d'IA destinés au monde de la justice, est-ce qu'ils intègrent ces préoccupations de sécurité dans la production et la diffusion et la distribution, la commercialisation de leurs outils. Donc on va mener pendant l'été et à l'automne des entrevues avec les startups et les entreprises plus établies pour comprendre quel est leur modèle mental vis-à-vis de la sécurité. Est-ce qu'eux, ils ont la même conscience que les attaques contre l'IA, la fragilité de l'IA, ça peut représenter un enjeu? Et qu'est-ce qu'ils imaginent ou sur quoi ils travaillent pour essayer de rehausser la sécurité? Et finalement, c'est d'essayer de comprendre, est-ce qu'il existe dans les divers systèmes juridiques des pays qui sont le plus en avance sur le déploiement de l'IA, des normes et des standards qui sont en train de se développer ou de se propager pour essayer d'intégrer cette dimension sécurité dans le déploiement de l'IA. On a beaucoup de préoccupations à l'heure actuelle sur la dimension biais, équité, accessibilité, mais est-ce qu'il y a également la dimension sécurité qui est intégrée quand on envisage le déploiement d'une IA dans le système de justice, et sécurité adaptée aux enjeux et aux réalités du système de justice, et pas uniquement transposée telle qu'elle depuis les enjeux de sécurité qui sont déjà considérés de façon assez approfondie dans d'autres domaines d'application de l'IA. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, je pense qu'on a quelques minutes qu'il nous reste, mais si on n'a pas le temps d'aborder les sujets qui vous tiennent à cœur, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel et je m'efforcerai d'y répondre dans les meilleurs délais. Merci beaucoup pour votre attention. Je voulais connaître quelle est votre évaluation de la performance de l'intelligence artificielle justement pour l'évaluation de la probabilité justement du outcome des procès et des jugements. Là, vous en avez parlé brièvement au début. Je sais que ce n'est pas le centre de votre présentation, mais c'est quelque chose qui m'intéressait et je veux connaître votre opinion un peu. Alors, je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour répondre à cette question-là. Peut-être Karim Benyekleff ou d'autres juristes qui travaillent sur ces questions-là auraient des informations plus à jour et plus diversifiées. Mais ce qu'il me semble, c'est que dans le domaine des procès,
je ne suis pas certain que le N, le nombre de décisions qui peuvent être utilisées pour entraîner avec robustesse une IA soit suffisant pour permettre des prédictions extrêmement fiables. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que quand on écoute les gens qui travaillent dans les domaines où l'IA a fait les plus grandes percées, ce sont des domaines dans lesquels ces gens-là, ces chercheurs ou ces ingénieurs disposent de quantités phénoménales de données. C'est-à-dire, ce sont les Google, les Facebook, les Tesla et autres, dans lesquels le nombre de quantités de données se chiffre en milliards ou en dizaines ou en centaines de milliards de points de données et non pas en centaines ou en milliers. Et donc, eux, ils peuvent être aussi performants dans ces domaines-là parce qu'ils ont des quantités incroyables de données qui sont extrêmement cohérentes. C'est-à-dire qu'elles sont formatées, elles sont bien structurées et elles sont relativement stables dans le temps. C'est-à-dire que j'utilise toujours mon analogie un peu bancale là, de la photo du petit chat, mais un petit chat, il y a 20 ans, il y a 100 ans, ça avait la même tête qu'aujourd'hui. Les problèmes juridiques, les décisions, les particularités du système économique, les types de crimes sont en changement constant parce que ce sont des humains qui sont derrière et les adaptations humaines sont constantes. L'innovation humaine est constante. Et donc, on n'a pas la même dimension de stabilité dans le temps qui permet d'accumuler de très grandes quantités de données qui sont très cohérentes et très bien structurées les unes avec les autres. Et ça, c'est une des limites de la transférabilité des outils d'IA développés dans des domaines ultra stables qu'on cherche à transposer dans des domaines beaucoup plus volatiles, beaucoup plus turbulents, turbulence en termes de turbulence de paramètres et autres, c'est-à-dire que la capacité d'entraîner une IA avec des quantités massives de données est beaucoup plus problématique et difficile. Donc, moi, ce n'est pas ma spécialité, mais je ne suis pas certain, et les quelques papiers que j'ai lus là-dessus d'experts dans le domaine disaient qu'il y a quand même un problème en termes de... Ce n'est pas la même robustesse et fiabilité de prévision qu'on peut attendre de ce type. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que le degré de confiance ne peut pas du tout être le même. Et évidemment, quand c'est appliqué à des humains, les humains apprennent de ce qu'ils observent et de ces résultats-là. C'est un peu, peut-être j'ai mal communiqué dans ma présentation, mais quand les humains apprennent, les humains retournent des comportements qui vont s'adapter, qui vont essayer de s'extraire un petit peu de ce qu'on prévoit pour eux, de ce que les machines essayent de prévoir pour eux. Et il ne faut pas minimiser la capacité d'extraction, la capacité de résistance des humains, la capacité d'innovation, la capacité de justement contourner ou manipuler ces outils-là qui ont besoin, encore une fois, de beaucoup de stabilité, beaucoup de cohérence dans ce qu'on leur donne à manger pour les entraîner. La question qu'il nous a posée, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour la justice? Et je pense qu'il nous a énoncé plusieurs éléments qui pourraient montrer que, justement, il y a des formes de risques, mais il y a aussi des formes de solutions, puis des pistes de solutions. Donc, d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est coévaluer la justice, la technologie et les risques numériques tout ensemble, puisqu'évidemment, les risques de l'intelligence artificielle sont vraiment plus, entre guillemets, dangereux pour la justice, puisque ça a un impact vraiment direct sur des procès et des juridictions. Donc, en quoi l'intelligence artificielle aide le domaine de la justice? Bien, d'abord, ça peut aider à l'évaluation, à améliorer la performance du système et à faciliter les étapes. Donc, plus précisément, il nous a donné 4 grandes sections qui étaient importantes pour la justice. Donc, d'abord, la performance du système, la prédiction, l'audit et l'évaluation des risques. Par contre, en utilisant l'intelligence artificielle, ça augmente le risque de cyber-risque. Donc, par exemple, le piratage à but lucratif, donc on demande des rançons, ou même le vol d'informations sensibles. Donc, pourquoi en justice c'est autant important? C'est parce que ce qu'il nous a expliqué, Benoît, c'est que dans le monde de la justice, dans les cabinets d'avocats, en fait, on sait qu'il y a beaucoup d'informations sensibles. Donc, les cabinets d'avocats sont comme un petit peu des cibles parfaites pour les hackers. Puis, il peut y avoir aussi, évidemment, des fuites de données dans cette optique-là. Et ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est, OK, c'est quoi la robustesse de l'intelligence artificielle côté sécurité? La réponse était plus ou moins. Et
pour répondre à cette question-là, il nous a amené 3 types de risques de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Donc, d'abord, les dommages accidentels. Il nous a parlé de 6 sources de fragilité. Donc, d'abord, l'intelligence pointillisme, qui veut dire que, bien évidemment, l'algorithme peut échouer et, dans le cas de la justice, ça a des conséquences assez graves. Il peut y avoir une propension aux effets secondaires négatifs. Donc, des fois, si on considère un seul paramètre, ça peut être un peu étroit et on exclut les autres paramètres qui peuvent être importants. On est à la propension à récompenser le piratage, puisque des fois, les modèles peuvent être amenés à tricher, les fins sont plus grands que les moyens. Et il peut y avoir une absence de surveillance évolutive, puisque dans le cas justement de la justice, il y a peut-être toujours un humain qui doit vérifier si l'algorithme a bien fonctionné. Il y a aussi un manque de capacité d'exploitation sûre, parce qu'on veut vraiment s'assurer que ça soit très sécuritaire. Et finalement, il y a la robustesse face au changement de configuration, parce que des fois, il peut y avoir un petit changement d'environnement, des variations, et on veut que l'algorithme soit capable de s'adapter à ça. Donc, ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'était les attaques contre l'intelligence artificielle. Donc, dans son équipe de recherche, ils font une étude vraiment qui étudie théoriquement, expérimentalement ces choses-là. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple forcer le système à commettre une erreur critique. Donc, ce qu'il nous a dit par empoisonner avec des fausses données, comme vous avez donné l'exemple avec forcer un algorithme à être raciste ou sexiste. Et il peut y avoir aussi l'évasion, c'est-à-dire modifier un tout petit peu les données. Il peut aussi forcer le système à divulguer des informations sensibles pour qu'on soit plus facilement capable de contrôler cet algorithme-là. C'est ce qu'il nous a appelé l'attaque par inférence. Donc, voilà. Donc, en gros, dans son équipe de recherche, ils vont étudier le type d'attaque, donc l'empoisonnement, l'évasion ou l'inférence, selon le stade visé, l'objectif. C'est le tableau qu'il nous avait présenté. Et la dernière catégorie qu'il nous a parlé, c'était l'exploitation de l'intelligence artificielle dans les procès, donc l'utilisation des deepfakes, puisque avec les technologies actuelles, c'est facile d'avoir des images, des voix, des textes synthétiques, et ça peut biaiser les procès, puisque des fois, surtout avec le contexte en ligne en ce moment, ça peut mener à justement l'utilisation de fausses preuves dans le domaine de la justice, qui est vraiment, on s'entend, quelque chose d'assez grave. Donc, finalement, il nous a parlé du triangle du crime. Donc, qu'est-ce qui mène à faire un crime? Donc, d'abord, il faut un criminel motivé, une cible vulnérable et une absence de gardien capable. Je n'ai pas été capable de le traduire. Et ça mène au crime. Et donc, on est très excités de voir les prochaines étapes de ce genre de projet-là. Et donc, voilà, on va passer à la prochaine conférence.